Bonjour à tous, je m'appelle Claire-Marie Legendre. C'est moi qui étais censée vous donner la formation sur la recension de littérature il y a il y a quelques jours. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc, je vous fais cette petite vidéo pour que vous puissiez quand même avoir les bases des choses et puis récupérer vraiment les choses que je vous aurais dites lors de la formation. Malheureusement, il n'y aura pas tout l'aspect interactif, mais ça devrait quand même vous donner les bases dont vous avez besoin. C'est vraiment un cours qu'on pourrait appeler recension de littérature 101. Donc, c'est vraiment les bases de je commence un projet, comment je fais pour aller chercher dans la littérature les articles dont j'ai besoin, pour faire vraiment le tour, pour ne pas me perdre dans la recension des écrits. Donc, c'est vraiment les techniques de base qu'on va voir aujourd'hui. Quand on fait une recension des écrits, il y a 3 étapes. Établir des mots-clés. Quels sont les mots, les termes qu'on va utiliser pour faire une recherche qui sera ni trop large, ni trop restreinte. Chercher dans les bases de données. Dans quelle base de données on cherche? Il y en a beaucoup. Comment on cherche dans une base de données pour que ce soit efficace et que ça ne nous prenne pas non plus des mois et des mois de faire une recension, si ce n'est exhaustive, parce que je pense que l'exhaustivité n'existe pas, mais vraiment le plus proche possible pour répondre à nos objectifs. Et comment ensuite on va aller chercher les articles, identifier ceux qui sont pertinents et identifier ceux qu'on va conserver vraiment pour ensuite aller rédiger. Donc tout d'abord, on commence par l'identification des mots-clés. Ça peut être, surprenamment, ça peut être un peu compliqué des fois, ça dépend toujours de notre sujet. Identifier des mots-clés, ça peut être difficile, si un sujet n'a pas été très étudié, par exemple, si c'est quelque chose qui est vraiment émergent, innovant, on va se rendre compte qu'il n'y a peut-être pas grand-chose qui a été publié et dans ces cas-là, il va falloir qu'on élargisse notre recherche, qu'on ait des mots-clés peut-être un peu plus larges, un peu plus nombreux. Si à l'inverse, c'est un projet ou c'est un sujet qui a été étudié énormément, quelque chose sur lequel il y a déjà pas mal de littérature, on peut parfois risquer de se perdre. Et de se retrouver enfoui sous des milliers d'articles. Donc l'objectif dans ces cas-là, avec les mots-clés, c'est de les raffiner, suffisamment pour focuser sur notre recherche et sortir les articles qu'on a vraiment besoin, mais pas trop non plus, parce qu'on ne veut pas non plus tomber à côté de notre sujet et en échapper. La manière dont on fonctionne, pour l'utilisation et vraiment trouver les bons mots-clés qui vont nous permettre de faire notre recherche la plus exhaustive possible et la plus ciblée sur notre projet possible, sans se retrouver noyé sous des milliers d'articles à éplucher. On travaille avec des concepts. Ici, mettons que je réalise un projet de recherche, je travaille sur, tu sais, avec la pandémie, il y a eu l'avènement de tout ce qui était consultation à distance, la télésanté, l'utilisation de Teams ou de Zoom pour avoir accès à des professionnels de la santé. Mettons que j'ai un projet de recherche, je veux connaître les perceptions qu'ont les personnes âgées de ce type de modalité. Rapidement, on peut se perdre dans les différents mots-clés qui peuvent être associés à nos concepts. Si on parle de télésanté, vite dans la littérature, si on fait une recherche très rapide, ne serait-ce que juste dans Google, on peut voir qu'il y a beaucoup de termes. C'est pas une pratique qui est encore si circonscrite que ça. Donc, rapidement, j'ai fait une recherche en 5 minutes. En 5 minutes, pour parler de la télésanté, la santé numérique, ou de la télémédecine, on peut l'appeler de plein de manières. J'ai déjà trouvé 5 termes. E-health, téléhealth, télémédecine, M-health, ça c'est en fait la télésanté via ou les téléphones intelligents ou les tablettes, et digital health. Puis je suis sûre qu'il y en a d'autres. J'ai vraiment fait quelque chose de très rapide. Pour les personnes âgées, il y a aussi beaucoup de mots-clés. Rapidement, j'en ai trouvé 5. Et pour parler de perception, là aussi, on peut trouver beaucoup de synonymes. Ça peut être un peu l'enfer ou un peu compliqué de mélanger entre eux tous ces mots-clés pour réussir à ne pas oublier d'articles. Si on fait toute notre recherche en utilisant e-health seulement, ben là, on va oublier tous les articles qui utilisent un autre vocabulaire.
De la même manière, si j'utilise le mot senior, peut-être qu'il y a d'autres articles qui utilisaient le mot elderly ou elder et je ne vais pas les avoir dans ma recherche. Mais si on doit arrimer tous ces mots-clés ensemble, ça va probablement être très long. Mais il y a des manières d'éviter ça et des manières aussi de prendre en compte tous les synonymes ou tous les termes qui peuvent exister pour un concept, mais en même temps de sauver du temps. Par exemple, on peut utiliser ce qu'on appelle les MESH, les Medical Subject Headings. On va aller sur la page pour les MESH. Un MESH, c'est quoi? Un MESH, c'est une sorte de descripteur qui inclut tous les synonymes possibles pour un concept. Il y en a des milliers. C'est souvent pour la littérature biomédicale. C'est utilisé pour décrire des sujets dans des journaux, dans la librairie Cochrane et PubMed, qui sont quand même des très grosses bases de données. Donc, si vous utilisez les MESH, ne serait-ce que juste dans PubMed, ça va quand même vous sauver énormément de temps. Ça couvre tous les termes qui sont relatifs à la médecine, mais pas seulement, aussi à la santé. Et quand je dis santé, c'est vraiment au sens large, c'est pas mal sur tous les soins et services. Donc oui, ça couvre aussi le social. Et c'est un peu comme des mots-clés universels. Donc, on va aller voir à quoi ça ressemble exactement. On va reprendre, par exemple, le mot personnes âgées que j'avais ici dans ma diapo précédente. Puis, vous avez vraisemblablement déjà vu des mèches dans certains articles scientifiques ou dans certains rapports. Ils font une liste de mots-clés tout de suite après le résumé. Certains de ces mots-clés ont une étoile. Quand il y a une petite étoile, ça veut dire que le mot-clé utilisé est un mèche. Mettons que je voudrais avoir personnes âgées, je vais utiliser senior, je vais voir ce qui me sort. Est-ce qu'il y a un mot-clé, est-ce qu'il y a un mèche qui existe pour désigner les personnes âgées? Là, on voit qu'on en a plusieurs. Ce qui est intéressant, c'est d'aller dans l'arborescence. Ça nous propose une arborescence. Voilà, ici. Là, j'ai cliqué sur le mauvais mot, Senior Center, c'est pas ça que je voulais. Il nous sort énormément de termes. On essaye avec age. OK. Fait qu'ici, le mot aged, là, on a toujours une définition, c'est-à-dire que c'est un mesh et ça inclut toutes les personnes entre 65 et 79 ans. Pour les personnes plus âgées, au-dessus de 79 ans, on voit qu'on a un autre mesh qui est available. Fait que si on descend ici, on voit que le mot adulte est un mesh et à l'intérieur de ce mesh-là, il y a entre autres aged. À l'intérieur de aged, il y a les personnes plus âgées, donc 80 et plus, et il y a les frail elderly, donc les personnes âgées vulnérables. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si j'utilise le mot aged, que je vais revenir à ma diapo, ici, si je devais faire ma recherche avec mes différents concepts dans PubMed, au lieu d'utiliser tous ces mots-clés-là, j'utiliserais juste aged ici. Et selon ce que me dit le mesh, age est un mesh, donc il va inclure tout, si j'utilise ce mesh-là, ça va inclure tous les termes qui pourraient, dans les articles dans PubMed, référer aux personnes âgées. Ça nous fait gagner du temps. C'est vraiment très, très pratique et ça permet de ne pas échapper de synonymes qui pourraient nous amener à des articles intéressants. Ensuite, les bases de données. Dans quelle base de données on peut chercher pour trouver les articles par rapport à notre sujet et comment on cherche dans une base de données. Des bases de données, il y en a énormément. Il y en a des générales, il y en a des spécialisées selon les disciplines.
Il y en a des spécialisés selon les types de documents qu'on cherche. Par exemple, il y a des bases de données comme ProQuest qui sont spécialisées et qui ne répertorient que des thèses. Que des thèses, ou je pense peut-être aussi des mémoires de maîtrise, mais ça, je suis moins sûre. Il y a des bases de données spécialisées qui sont très grosses et très connues, comme PubMed. Ça peut être intéressant des fois au début d'une recension, ne serait-ce que pour débroussailler un petit peu et trouver les premiers, 2-3 premiers articles intéressants. Ça peut être intéressant d'aller dans des bases de données plus générales, par exemple Google Scholar. Google Scholar, ça fera pas des miracles. C'est clairement pas seulement dans Google Scholar que vous allez pouvoir trouver tous les articles que vous avez besoin pour une recension. Par contre, ça peut vous permettre d'identifier les tout premiers articles. Et des fois, dans les premiers articles qu'on lit sur notre sujet, ça peut nous donner des idées de mots-clés à utiliser pour nos recherches. Ça peut nous aider à raffiner nos mots-clés quand on voit les différents mots-clés que les auteurs ont utilisés. Et on y reviendra tantôt, ça nous permet aussi, quand on trouve un bon article, de faire un peu de la récolte boule de neige en allant regarder la liste de références à la fin d'un article pour voir quelle autre référence on pourrait aller chercher. Google Scholar, c'est voilà, un service de Google qui possède vraiment beaucoup de littérature en anglais, mais aussi en français. Mettons que je retourne avec mon terme de age, de e-health, perception. On voit qu'il nous sort des articles. On peut les trier par date. On peut faire des recherches en français. On peut sélectionner uniquement des articles de revue, ce qui nous permet quand même, dans les premiers articles, à aller voir les revues. Peuvent être des bons articles de base à aller lire. Ça nous dit même combien de fois il a été cité. Et ça peut nous amener vers d'autres articles, ici, similaires à celui-là. Ça peut être une bonne idée pour débuter une recension, pour commencer tranquillement à récolter quelques articles sur un sujet au début. C'est clairement pas suffisant. C'est pour ça qu'on utilise ensuite les bases de données qu'on appelle spécialisées. Moi, je recommande de passer par les bases de données de l'Université de Sherbrooke par discipline. Ça nous amène ici. Toutes les universités ont des abonnements à énormément de bases de données. La plupart du temps, c'est toujours de la même manière, c'est-à-dire que ou c'est par discipline, ou c'est par fournisseur. Il existe des fournisseurs de bases de données, on va y revenir dans pas longtemps. Si je prends la psychologie, ça c'est les bases de données, discipline, il y en a énormément. Il y en a dans beaucoup de domaines, économie, éducation, informatique, linguistique, littérature, il y a vraiment beaucoup de choses. On va y aller en psychologie, il en recense, l'Université de Sherbrooke en recense 33. Et ce qui est le fun avec les bibliothèques de l'université, c'est qu'ils vous identifient, dans certains cas, les incontournables. Donc, si vous faites une recherche en psycho, c'est sûr que vous ne pouvez pas passer à côté de PsycInfo. Il y a des bases de données qui couvrent plus qu'une discipline. Par exemple, Cairn, qui est une base de données européenne. Vous allez la retrouver dans les bases de données dans plusieurs disciplines, dans psycho, dans sciences sociales, dans biomédical aussi, je pense. C'est la même chose pour CINAHL. CINAHL, c'est une des incontournables, mais on la retrouve aussi pour les sciences sociales et les sciences infirmières. Et d'ailleurs, il y a toujours une petite description en dessous pour vous dire de quel type, de quelle base de données il s'agit et de quel type de publication on peut retrouver à l'intérieur. Mais là encore, si on doit faire notre recherche avec nos mots-clés dans tout ça, ou alors si on ne sait pas quelles sont les bases de données les plus importantes ou celles qu'on peut laisser de côté, ça peut être un peu long. Le fait de passer par une incontournable, c'est toujours une bonne chose. Mais des fois, si on doit faire une revue, par exemple, rapide de la littérature. Mais si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus exhaustif, si on a un article à écrire, si c'est pour une thèse de doctorat, on
va vouloir chercher dans plus d'une base de données et faire quelque chose d'un peu plus approfondi. Dans ces cas-là, on va passer par... C'est le fun que les bases de données soient par fournisseur parce que ça nous permet de chercher dans plusieurs bases de données en même temps. Si on va, par exemple, dans Sinal, qui est une des très connues, je vais l'identifier. On va dans Sinal. On voit que Sinal, elle appartient au fournisseur qui s'appelle EBSCO. EBSCO, c'est un des gros fournisseurs de bases de données. Il nous permet donc de chercher dans toutes les bases de données qu'il possède en une seule fois. Et ça, c'est vraiment super en termes de gain de temps. Ici, dans Sinal, vous avez Choose Database. Un petit bouton bien important à retenir parce que vous allez pouvoir aller identifier toutes les bases de données dans lesquelles vous allez faire votre recherche. Si vous êtes dans le domaine, le sujet que je prends depuis tantôt, c'est sur les personnes âgées, ça pourrait être clairement intéressant d'aller chercher dans une base de données qui s'intéresse à la gérontologie uniquement. Ça, c'est toutes les bases de données qui sont possédées par EBSCO. Donc, il vous suffit d'aller cliquer. Par exemple, ici, Psych Article et Psych Info, c'est pas mal des incontournables. Edgeline, quand on s'intéresse aux personnes âgées, c'est sûr qu'il faut aller chercher là-dedans. Eric, c'est une base de données française. On trouve des choses en français qui peuvent être intéressantes dedans aussi également. SocIndex et Social Work Abstract sont bien utiles aussi. Medline, donc pour avoir accès à PubMed. Une fois qu'on a cliqué là-dedans, si on est dans un sujet de sciences de médecine ou de sciences sociales ou psycho ou autre, on a pas mal fait le tour. On les sélectionne. Il nous les affiche ici. Searching in, on met Show All, puis là, il nous montre toutes les bases de données qu'on a sélectionnées. Et là, on peut faire notre recherche à l'intérieur de toutes ces bases-là en une seule fois. Et une fois qu'on est dans une base de données, que ce soit celles qui sont dans EBSCO ou que ce soit celles qui sont dans un autre fournisseur comme Ovid, c'est toujours un peu la même chose et on a toujours les mêmes possibilités. On peut chercher nos mots-clés, par exemple, dans les titres uniquement. On peut chercher par auteur. On peut faire en sorte qu'on cherche un mot-clé, mais on veut qu'il apparaisse forcément dans l'abstract, sinon on ne considère pas l'article. On peut se créer des alertes. Ça, c'est très utile si on a besoin de rester à jour sur un sujet. Vous venez de commencer votre maîtrise, vous avez fait une recension de littérature, vous entrez à pieds joints dans votre projet, mais vous devez rester alerte sur les nouvelles publications qui sortent sur votre sujet. Vous pouvez vous créer des alertes. Et chaque système d'alerte dans chaque base de données, on retrouve exactement la même chose dans PubMed, fonctionne de la même manière. Vous mettez votre adresse courriel et vous sélectionnez des mots-clés à rentrer. Et vous dites au système, envoie-moi tous les articles qui ont ces mots-clés-là sur une base régulière, aux semaines, aux 2 semaines ou tous les mois. Et vous allez recevoir des courriels avec les articles qui potentiellement pourraient vous intéresser. Ça va vous permettre de rester à jour sans devoir refaire des recherches dans les bases de données tous les 2 mois. Très utile, je le recommande fortement pour être à jour et arriver au dépôt de votre maîtrise ou de votre doctorat en n'ayant pas oublié un super article très très important qui vient de sortir. On a la possibilité de faire des recherches avancées. On peut utiliser des search modes. Actuellement, le search mode, il est Find All Math Search Theme, donc c'est une recherche par thème classique. On a aussi les recherches qu'on appelle booléennes, on va le voir tout à l'heure, qui sont l'utilisation... Non, ça, on va y revenir un petit peu plus tard. On peut sélectionner par année. On peut dire, ben moi je cherche tel sujet, mais à partir de 2012 seulement, pour une raison ou pour une autre. On peut sélectionner les langages, on peut sélectionner le type d'article, le type de publication, quelque chose par rapport à la géographie. Moi, ça m'intéresse, mais mon sujet, ça se passe en Afrique et je ne veux que des choses d'Afrique parce que je veux que ce soit vraiment contextuel par rapport à l'endroit que j'étudie. On peut chercher énormément de choses. Si on prend le sujet de tantôt, qui était aged, ensuite on avait perception et télésanté. On va voir ce que ça nous donne en termes de grandeur.
en cherchant dans toutes ces bases de données-là. Ça nous sort 158 articles. C'est pas énorme. Si on met le même filtre ici, qui est « je veux que ces 3 termes-là soient dans l'abstract », sinon ça veut dire que le reste de l'article, par exemple, n'en parle pas suffisamment. On passe de 158 à 14. Ensuite, on va voir tantôt éplucher ces différents articles-là. On a toujours, après il faut le chercher d'une base de données à l'autre, des fois c'est dans un endroit différent, toujours la possibilité de sauvegarder notre recherche, ou à l'intérieur de la base de données elle-même, sign in, on voit ici qu'on peut comme se créer un compte, on peut sauvegarder nos recherches, ou alors en se l'envoyant directement dans un logiciel de gestion bibliographique. On ne verra pas ça aujourd'hui, mais normalement, c'est des formations que pour lesquelles vous pouvez avoir un accès à l'université, au service des bibliothèques. Je pense qu'actuellement, l'université offre le service pour le logiciel Zotero, mais au final, tous les logiciels fonctionnent un peu de la même manière, Note, RefWorks ou autre. Il faut juste trouver la bonne option. Par exemple, si je sélectionne celui-là, je devrais avoir la possibilité d'exporter la référence directement vers... Voilà, Export. Export Manager, vous allez être capable, que ce soit une note que vous utilisez ou autre, vous allez être capable de l'exporter directement. Si vous avez une note ou Zotero, vous utilisez ici, vous cliquez format RIS, puis ça va vous envoyer directement. Il faut que votre logiciel soit ouvert sur votre ordinateur à ce moment-là, mais ça va exporter la référence directement. Donc, comment chercher dans une base de données, comment chercher dans plusieurs bases de données en même temps, comment sélectionner des bonnes bases de données. Ici, clairement, on sélectionne d'avoir des incontournables. Si on allait, par exemple, dans Sciences infirmières, là, il nous identifie 3 incontournables. Donc, je pense qu'on peut clairement s'y fier. Il n'y a pas seulement ça sera un petit peu plus tard. Il n'y a pas seulement la recherche dans la littérature scientifique. Il y a aussi ce qu'on appelle la littérature grise. Ça veut dire les livres ou les chapitres de livres, mais ça veut aussi dire les choses qui n'ont pas été publiées, comme certaines maîtrises ou thèses de doctorat, mais aussi d'autres choses, surtout pour les sujets qui sont peut-être un peu moins sur les choses, comment dire, les sujets sur lesquels il y a eu le moins d'études, les sujets un peu émergents sur une pratique innovante, et il n'y a pas eu tant de publications que ça. La littérature grise peut être vraiment aidante. Par exemple, on peut aller chercher la publication d'un ordre ou d'une association médicale ou autre. Souvent, ils ont des publications intéressantes qui ne sont pas forcément, qui sont pas des articles scientifiques en tant que tels, mais qui peuvent vous aiguiller quand même. Une chose pour laquelle c'est important de connaître, c'est ce qu'on appelle la base de données Cochrane. Cochrane, c'est des données probantes. D'ailleurs, on la trouve ici dans le C, Cochrane Library. C'est vraiment une plateforme qui regroupe 6 banques de données et c'est des revues systématiques, des essais cliniques, des évaluations. C'est reconnu internationalement comme ayant le plus haut niveau de preuves parmi toutes les sources de données de santé qui sont fondées sur des preuves. Pourquoi? Parce que c'est des méthodologies pour réaliser une revue Cochrane, c'est systématique, c'est des méthodologies qui sont hyper rigoureuses. L'objectif, c'est tout le temps que ce soit facile à lire. L'objectif d'une revue Cochrane, c'est qu'un non-expert le comprendrait facilement. C'est applicable dans tous les pays. Donc, si vous faites une recherche, c'est important de passer par Cochrane parce que si c'est dans Cochrane, vous allez avoir quelque chose de très solide. Si on fait notre recherche ici, Advanced Search, pour pouvoir faire différents mots-clés, on va mettre une recherche dans Abstract comme tantôt, puis on va faire la même chose, eHealth. On va aller chercher Age.
Et on va aller chercher, qu'est-ce qu'on avait dit? Perception. Par contre, là, c'est très précis, c'est possible qu'il n'y ait rien. Il y a quand même 25 trials qui ont été identifiés. Il n'y a pas de review. Par contre, si on met eHealth, par exemple, uniquement, qu'est-ce qui nous sort? On a 5 reviews Cochrane qui parlent de santé numérique ou télésanté et qui peuvent être des très très bons points de départ pour une revue de littérature et qui peuvent, dans la liste de référence d'une revue Cochrane, je vous invite à l'éplucher attentivement parce que ça va vous donner des indications pour d'autres articles très utiles et très pertinents dans lesquels il faudra aller fouiller. La prochaine étape, ce sera comment on cherche un peu plus précisément à l'intérieur d'une base de données. On l'a regardé un petit peu tantôt avec Sinal, quand on a cherché dans plusieurs bases de données en même temps. Mais là, on est dans la section peut-être un peu plus trucs et astuces. Quand on est dans PubMed, on a la possibilité de faire, et d'autres bases de données l'offrent aussi, d'utiliser les opérateurs booléens pour faire nos recherches, c'est-à-dire AND, OR et NOT. Exemple, je suis dans PubMed, je veux faire une recherche sur les personnes autistes, Autistic Spectrum. Ça va me sortir 11 000 résultats, c'est pas étonnant, c'est absolument gigantesque, un seul mot-clé comme ça. Mais je veux rajouter AND, on le met toujours en majuscule, avec un espace avant et après, et je veux que ce soit Autistic Spectrum and Pandemic. 57 résultats. Mais je veux exclure, je veux que ce soit sur les enfants, donc je mets note, et ça va exclure tous normalement les études avec des adultes. Ça diminue à 17. C'est utile pour surtout le NOR. Non, pas du tout, je me suis trompée, c'est non. C'est très utile pour exclure quelque chose qu'on sait qu'on ne veut pas et quelque chose pour lequel on se doute qu'avec des mots-clés, ça va le faire ressortir. Il y a d'autres petits trucs et astuces qui existent, surtout pour PubMed. Il y a différents filtres qui existent. J'ai vu tantôt, tu sais, je peux sélectionner le type d'article, la date, addition filters. Il y a énormément de choses qu'on peut sélectionner ou pas pour raffiner une recherche. Ou pour comment dire, l'élargir. Et il y a des petites choses qui existent par rapport à PubMed qui permettent, c'est ce que j'appelle mes trucs et astuces, qui permettent de faire une recherche plus rapidement. Si vous mettez les petites espèces de petits crochets ici avec ces lettres-là en majuscules à la suite d'un terme dans PubMed, ça va vous sélectionner par exemple selon le nom de l'auteur, selon le nom du journal, selon bon, le titre, selon la date de publication, ou si je veux que ce soit absolument un terme qui apparaisse dans le titre et le résumé uniquement. Parce que si on sélectionne par... on va mettre mon IL de tantôt, là. Si je fais comme ça, j'ai 7000 résultats parce qu'il cherche le mot e-health partout, dans les titres, dans les résumés et dans le corps des articles, si le système y a accès. Par contre, si je dis « cherche-moi e-health », crochet, pas d'espace entre mon terme et mon crochet, et à l'intérieur, je mets mon petit terme de tantôt, TIAB. IAB, toujours en majuscule. Là, normalement, il cherchera le mot e-health dans les titres et les abstracts, mais pas dans le corps du texte. Donc, on devrait diminuer ce chiffre-là. On passe de 7000 à 4000. C'est encore énorme. On n'épluchera pas 4000 articles, mais ça vous donne une idée de comment on peut focuser
et diminuer le nombre d'articles qu'on va devoir éplucher pour une recension de littérature. Dernière partie de notre mini-formation accélérée, identifier des articles pertinents. Quand on cherche dans des bases de données, on peut se retrouver avec parfois 100, 200, 300 titres d'articles qu'on a identifiés. C'est sûr que vous n'allez pas lire 300 titres, 300 articles. Il va falloir les raffiner. Vous avez identifié vos articles via les bases de données. Pour être sûr que vous n'avez rien oublié de vraiment important, vous avez utilisé la méthode boule de neige, donc c'est-à-dire que les articles phares sur votre sujet, vous avez épluché la liste de références de ces articles-là pour voir s'il y avait des références que vous deviez aller chercher. Vous allez, quand vous commencez à être habile avec un sujet, que vous commencez à bien le connaître, il y a toujours des experts, hein, des gens de renom par rapport à votre sujet. Bon, vous aurez été chercher tous les articles de ces gens-là. Et il y a parfois des journaux spécialisés. Ça vaut la peine d'aller fouiller directement dans ces revues-là pour voir ce qui est sorti les dernières années. Une fois que vous avez fait tout ça, ça va peut-être vous sortir 250 articles, vous ne lirez pas 250 articles, vous allez faire le tri là-dedans. Souvent, on fait le tri toujours de la même manière, titre, résumé, texte. Vous épluchez les titres et les résumés. Une fois que vous avez lu les résumés, 250 résumés, ça se lit quand même. C'est moins pire que 250 textes de 8 pages. Une fois que vous avez lu tous ces résumés-là, vous allez être capable déjà de faire le tri entre ce qu'il est pertinent que je garde et ce que j'ai pas besoin de garder, parce que tout compte fait, après avoir lu l'abstract, je me rends compte que c'est pas exactement dans mon sujet, c'est un petit peu à côté, c'est pas quelque chose dont je vais avoir besoin pour ma recension. Donc, ça va réduire votre chiffre peut-être à 40 articles, en tout cas un chiffre qui va être plus réaliste, et ensuite vous allez lire les textes de ces 40 articles-là. Il y en a toujours qu'on exclut aussi à cette étape-là, il y en a peut-être 2 ou 3 qui, tout compte fait, ne seront pas si pertinents que ça, vous allez les exclure, et à la fin, il va vous en rester 37, ce sera ces 37-là qui seront le corps de votre recension de littérature pour votre projet, pour votre article ou autre. À partir de là, il suffit de chercher et d'aller y extraire les informations qu'on a besoin dans nos articles. Ce qui est intéressant, c'est de garder une trace. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à la main. Les outils de gestion bibliographique font la même affaire, c'est-à-dire il faut toujours garder une trace de ce qu'on a fait. Quand vous faites une recension de littérature, vous devez toujours être capable de produire ce qu'on appelle des diagrammes de flux ou flowchart. Vous en avez tous vu dans les articles. Ça se présente toujours à peu près de la même manière, même si des fois ils sont un peu différents. Vous devez être capable de dire, après, on va prendre celui-ci, toutes les recherches dans toutes ces bases de données-là avec mes mots-clés, j'ai ressorti tant d'articles. Dans cet exemple-là, le N est égal à un peu plus de 900. J'ai enlevé des doublons parce que dans certaines bases de données, elles se superposent. Hein. Il y a vraisemblablement des articles que vous allez trouver dans PsycInfo que vous allez retrouver aussi dans CINAHL. C'est normal. Donc, vous enlevez les doublons. Ça, les gestionnaires, les logiciels de gestion bibliographique le font en 2 secondes. Il va vous en rester un certain nombre. Ensuite, vous allez faire le tri par titre et résumé. Vous allez en exclure encore. Puis, vous allez arriver avec le nombre d'articles pour lesquels vous allez lire les textes intégraux. Vous allez encore en enlever certains. Et ensuite, vous aurez les articles qui vous restent. Ça peut avoir des fois une forme différente. Celui-là est un peu moins, on va dire, un peu moins rempli que l'autre. Mais le principe est toujours le même. Qu'est-ce que j'avais une fois que j'ai cherché dans toutes mes bases de données? Qu'est-ce que j'ai exclu sur la base de la lecture des résumés? Qu'est-ce que j'ai exclu après avoir lu les textes intégraux? Et qu'est-ce que ça m'a donné? Souvent, on a une petite case ici qui est je rajoute à ça les quelques articles qui se sont rajoutés avec la méthode boule de neige, par exemple. Vous devez absolument être capable de faire
ce diagramme-là, pour montrer le processus que vous avez utilisé pour votre recension. Et c'est un peu la preuve qui montre que votre recension a été faite de manière, comment dire? De manière exhaustive, de manière rigoureuse. Pour faire ça, il faut prendre des notes, il faut garder des traces. Par exemple, vous pouvez entre autres, nommer ici toutes les bases de données dans lesquelles vous avez été chercher, les termes que vous avez utilisés, les résultats obtenus, les résultats retenus. Et vous pouvez aussi le faire en utilisant vos outils et vos logiciels de gestion bibliographique comme EndNote. Vous pouvez exporter à chaque fois que vous faites une recherche dans des bases de données vos résultats. Ça va vous en donner des centaines et des centaines, mais ensuite, vous allez enlever les doublons. Ensuite, vous allez regarder les titres et résumés. Et ensuite, vous allez arriver aux textes intégraux. Et une fois que vous aurez tous ces chiffres-là pour faire votre diagramme, vous ne serez pas obligé de tout conserver dans votre logiciel. À partir de là, on rentre vraiment dans une fois que vous avez identifié les articles, là on rentre dans l'extraction des données pertinentes dans les différents articles, faire des fiches de lecture, identifier les informations pertinentes selon les résultats, les méthodologies qui sont utilisées, les types d'articles. On s'entend que des informations que vous allez trouver dans une méta-analyse seront plus forts en termes de preuves, si on va dire, que quelque chose qu'on trouvera dans une étude de cas. Mais c'est pas l'objectif de c'était pas l'objectif de cette formation de passer à travers ça, mais c'était plus, nous c'était vraiment les choses de base que je voulais voir avec vous, c'était ça qu'on proposait, c'était vraiment quels mots-clés et comment je détermine mes mots-clés. On a parlé des mèches qui peuvent nous aider par rapport à ça. Dans quelle base de données je cherche et comment je cherche dans une base de données. Et une fois que je suis dans ma base de données, comment je peux fouiller à l'intérieur pour trouver des articles pertinents, quelles informations j'ai besoin de conserver pour pouvoir montrer que mon processus a été rigoureux, pour qu'il soit reproductible. Donc, quelles informations je dois conserver absolument pour pouvoir faire un diagramme de flux. Ça termine cette espèce de mini formation accélérée. C'est sûr que si j'avais pu donner la formation en live, ça aurait été différent. On aurait discuté, on aurait eu des échanges. Il y avait un aspect beaucoup plus interactif. C'est une sorte de solution, c'est une sorte de plan B, cette petite vidéo-là. Elle n'a pas pour prétention d'être absolument exhaustive, mais normalement, pour vraiment ceux qui avaient besoin d'une formation de base, ça va vous donner ce que vous avez besoin pour aller commencer une recension de la bonne manière et chercher les choses au bon endroit. J'espère que ça a été aidant. Cette vidéo-là, normalement, devrait rester disponible assez longtemps sur la chaîne YouTube de l'Institut. Merci.